Vous présenterez donc Marc Giraud, qui est auteur et chroniqueur naturaliste, Agatha Liévin-Bazin, qui anime un blog, une émission de radio qui s'appelle Le Nid de Pie, qui est une éthologue. On a échangé, je ne connaissais pas, mais on a échangé, puisqu'on a ce point en commun, non seulement elle est éthologue, mais je me permets de le dire, parce qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps un livre sur les insectes sociaux, et quand j'étais étudiant, à peu près à son âge, la première chose que j'ai publiée, c'était un livre aussi pour les enfants sur les insectes sociaux. Voilà. Jacques Mich, qui est documentariste et qui se présentera en détail, puisque je n'ai pas grand-chose à dire personnellement, puisqu'on vient de faire connaissance. Et puis Arnaud Raphaëlian, que je vais présenter, parce qu'il ne va pas vouloir parler. Ouais, donc Arnaud qui vous demande de ne pas trop lui poser de questions sur les dessins. Voilà. L'illustrateur d'espèces, entre autres, le papa de notre bousier préféré. Voilà. Que dire d'autre? Eh bien, tu te diras toi-même. Donc, on va vous demander d'abord, simplement, peut-être dans le même ordre, de vous présenter plus en détail. Vous avez les micros. Mettez bien les micros au niveau de la bouche pour qu'on vous entende bien. Voilà. Vas-y, Marc. Je m'appelle Marc Giraud et je ne suis pas chercheur, je ne suis pas un naturaliste de salon. Mais je les admire. Donc, je suis un naturaliste de terrain. Donc, j'étudie la nature dans la nature. Il n'y a pas de diplôme de chant de rouge-gorge ou de trace de chevreuil. Donc, pas vraiment. Et d'approche globale de la nature. Globale, scientifique et aussi esthétique, parce que je suis aussi illustrateur. Et je pense que ça compte d'avoir d'autres approches. Et j'ai vu que dans le dernier Espèce, il y avait une recension du livre de Estelle Zong-Mingal qui est absolument géniale, justement, où elle montre que le regard, il y a une connaissance quand on dessine un arbre ou une plante, on est imprégné par une autre connaissance qui est plus intuitive, qui est plus sensitive et qui est intéressante aussi. Donc mon parcours, il est un peu en zigzag. Comme vous tous ici, je pense, je suis un passionné. C'est vraiment, on est de la même famille tous, qu'on soit passé chercheur ou pas chercheur ou autre chose, on est vraiment tous des passionnés. Donc je pense que c'est vraiment un moteur. C'est aussi un défaut parce que quelquefois on ne se rend pas compte que les gens en face de nous n'ont pas la même passion. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Marc-André tout à l'heure, c'est qu'il faut faire attention, il faut tenir compte de l'autre. En fait, communiquer, c'est une sorte d'éthologie. Il faut faire attention à l'Umwelt de l'autre. Quand vous êtes face à un enfant, face à quelqu'un qui n'en a rien à faire, c'est important. Et dans mon parcours, après un bac qui était quand même sciences, j'ai fait du dessin publicitaire. Et donc, il y a des lois dans la publicité qui disent que, en fait, on s'adresse à des gens qui n'en ont rien à faire et qui sont pressés. Et ça, c'est une école pour la communication qui est intéressante. Je mobilise déjà, donc s'il fallait juste se présenter, je vais laisser Agathe. Donc, je suis Agatha Liévin-Bazin. Moi, j'ai commencé du côté académique de la force. J'ai soutenu une thèse en éthologie sur la prosocialité et l'empathie chez les oiseaux. Et puis, le milieu académique étant ce qu'il est, je ne me suis pas retrouvée dedans et je me suis dit que le travail qui était de sensibiliser le grand public avait besoin de petits soldats et j'ai signé. Donc, j'ai quitté le monde académique après ma thèse et j'essaye de faire de la vulgarisation scientifique sous divers formats. Donc, à la base, toute seule dans mon coin en faisant un petit blog illustré et puis par intermédiaire de Pierre Kerner qui est planqué ici au premier rang, qui m'a poussé à rejoindre des collectifs comme l'association du Café des Sciences. Et comme ça, de fil en aiguille, j'ai tenté plusieurs formats, la radio, un petit peu d'illustration aussi. Et voilà, j'essaye de le faire la majorité de mon temps. Bonjour. Moi, je suis réalisateur. Donc j'ai fait 3 ans de biologie quand même. C'est pas terrible. Et après, j'ai fait une école de cinéma. Donc je me suis mis à faire des films. Et j'ai travaillé pour Canal+, pour France Télévisions, et depuis maintenant une vingtaine, voire une trentaine d'années, je travaille pour Arte. Voilà, donc mes premiers pas dans la vulgarisation scientifique, je les ai faits avec Francis Duranton, le conservateur du Muséum d'Histoire Naturelle. On a créé une émission sur France 3 et France 5, ça s'appelait Bonjour l'ancêtre, et après ça s'appelait Les Dessous de la Terre. Voilà. Ça, c'était dans les années 95. Et après, à partir de 97, j'ai commencé à faire des films pour Arte. Alors chaque film, c'est 2 ans de boulot, voilà. Donc j'en ai fait pas mal. Voilà, j'ai fait une série aussi qui s'appelle Qui cherche, des petits portraits de chercheurs.
Et voilà. Et mon dernier film, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, c'est Le Blob, Un génie sans cerveau. Voilà. Et puis j'ai fait un film aussi il y a 3 ou 4 ans maintenant. On en parlera tout à l'heure parce que avec ce que j'ai entendu dans la table ronde précédente, j'ai fait un film qui s'appelle le Fils de Néandertal. C'est un faux documentaire, voilà, où je me suis moqué un peu de la façon de faire des films scientifiques. Voilà. Oui, donc vous l'aurez compris, ça sera moi le meilleur orateur ce soir, enfin cet après-midi. Donc Arnaud Raphaëlian, j'ai fait l'école Olivier de Serres en images de communication. Ensuite, j'ai fait un DSA création typographique à l'école Estienne. Et la manière dont on s'est rencontrés avec Cécile, puisque on a démarré ensemble. Moi, j'allais régulièrement en Corse, je faisais des illustrations de peaux de sanglier sur les barbelés et compagnie. Et je me suis dit, il faudrait essayer de les placer. Donc, je cherchais les revues en Corse qui seraient susceptibles de publier ça. Donc, j'ai contacté Cécile. J'ai trouvé Stantari, en fait, qui était sa revue qu'elle éditait là-bas. Donc, je l'ai contacté. Ouais, tu as contacté tous les éditeurs de Corse, je pense. On était comme on était. Pas tous, pas tous. Et donc, on s'est rencontrés à Paris. Donc, je me suis dit, ça c'est cool, je vais pouvoir placer des dessins et tout. Et donc, je lui dis, alors, on est allé boire un coup à Bastille. Et je lui dis, alors, je peux utiliser. Enfin, est-ce que tu serais intéressé par les dessins Et là, je vois, bof. Mais par contre, je vais lancer une revue d'histoire naturelle. Est-ce que tu aimerais travailler dessus, sur la mise en page et tout? Donc, moi, j'ouvre les yeux comme ça et je me dis, allez, on y va. Et voilà. Ouais, on n'aurait pas imaginé se retrouver ici, disons, du bistrot de... Comment? De la place de... On était à Bastille. Oui, c'est ça. Ouais, de Bastille, ici, ouais, effectivement. Alors on a un panel quand même, je suis assez contente d'avoir réuni des profils très différents et des gens qui finalement ont la même... enfin peut-être d'ailleurs, toi tu es un peu une exception Arnaud, parce que tout le monde a commencé avec une espèce de petite étincelle sur la science ou sur les sciences naturelles, tandis que toi à l'origine tu étais un graphiste, tu fais des pubs pour Chanel. Oui, effectivement, j'ai été dans une agence de création où on bossait, oui, pour du luxe. Alors oui, j'ai fait beaucoup de Chanel, de Mugler, de ceci et de cela, mais j'aimais quand même l'histoire naturelle. C'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà. Ouais, tu avais quand même déjà un petit... Ouais, alors j'étais extrêmement mauvais en sciences. Ouais. À l'école, c'était dramatique, mais j'aimais bien l'histoire naturelle. Donc voilà, ça c'est notre petite histoire. De Chanel au Bousier, c'est intéressant. Ah, de Chanel au Bousier, c'est intéressant. Voilà, c'est ça. Non, mais en plus, à l'époque, on s'est rencontrés, effectivement, le projet était quand même assez flou. Hein. C'était comme la situation, on se retrouvait comme les copains de bistrot, là, dont je parlais en introduction. Ce serait sympa si on faisait... Et donc, oui, donc c'est marrant. Donc, Arnaud s'est adapté, en fait, aux questions de sciences qui sont parfois pas du tout faciles à illustrer, parce que bon, effectivement, faire les bousiers, des trucs un peu marrants, utiliser, parce qu'avec Raymond, tu utilises un peu tous les poncifs, les idées reçues sur ces animaux, etc. Et tu en fais un truc un peu marrant, mais des fois, illustrer certains articles de Guillaume Lecointre ou qui peuvent être un peu théoriques. Faut les lire 3-4 fois. Et surtout que je suis déjà un peu bête à la base, donc il faut rajouter encore 2 autres fois pour arriver à trouver une bonne idée, mais voilà, après. Faut que ça arrive avant le bouclage, en fait. C'est tout. Et maintenant, tu as quand même été très sollicité. Maintenant, tu as plusieurs... oui, grâce à Espèce. Donc, effectivement, avec Marc-André, avec Benoît Grison, on a réalisé des livres ensemble. Voilà, est-ce que tu penses que c'est important de faire rire pour faire de la vulgarisation? Alors, oui, je ne sais pas si c'est une question que je me posais pour
pourquoi effectivement il y avait cette demande qui semble de plus en plus importante des auteurs scientifiques d'avoir des illustrations humoristiques dans leurs livres. Alors, je pense pas que ça soit pour expliquer leurs propos, sinon ça voudrait dire qu'ils font pas bien leur travail, hein, en fait. S'il faut illustrer pour que les gens comprennent, c'est pas vraiment ça. Donc c'est pour ça que les dessins que je fais, en fait, sont toujours un peu, c'est un peu un contre-pied, enfin ouais, un contre-pied, ouais. Ou un contrepoint. J'essaye pas d'illustrer la notion scientifique. J'essaye effectivement juste de faire rire sur un bout de texte, en fait, parce que je pense pas que voilà des auteurs aient besoin de faire comprendre une idée par le dessin. En fait, elle est là plus. Enfin. Ça peut arriver, mais moi, on fait pas appel à moi pour ça, en fait. Donc, c'est plus, ouais, je pense comme une respiration, apporter une vision un peu décalée du propos, en fait. Oui, Marc, tu m'en parlais aussi, l'humour. Oui, l'humour, c'est une arme de sensibilisation massive qui est importante. Et parce que la science, ça fait peur. Il y a un jargon qui a l'air d'être réservé aux spécialistes. Et moi, j'aime bien parler avec un langage de proximité, d'espèce de proximité. Et j'aime bien prouver qu'on peut aller dans la nature aussi bien qu'on peut aller sans diplôme, aussi bien qu'on peut aller au Louvre sans être un agrégé d'histoire de l'art. C'est pas grave, on peut apprécier. Il y a les sens, c'est très important. Des fois, on m'a demandé mais quelles sont les bonnes applications pour aller dans la nature, pour identifier les plantes, avoir les noms scientifiques et tout. J'ai dit il y a la vue, il y a l'ouïe, et nos 5 sens, ça suffit. Et c'est bien de revenir aux bases. Et c'est vrai que comme ça fait peur, on a besoin d'illustrations. Et pour revenir, il y avait une question tout à l'heure sur l'illustration. De mon expérience, puisque j'ai été illustrateur animalier pendant une dizaine d'années, j'avais beaucoup de travail. Hein. J'ai arrêté parce que j'avais trop de travail et que c'était de moins en moins payé. Donc 3 nuits blanches pour gagner 10 sous, ça valait pas le coup. C'est plus un métier. Vraiment, tu as de la chance. Parce que c'est de moins en moins un métier et évidemment, il y a le talent et tu as le talent, mais je vois aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de demandes d'illustration. D'abord parce qu'il y a d'autres médias, les aquarellistes, moi je tendais ma planche à l'ancienne, etc. Ça se fait plus du tout. Et même avec l'infographie, on a de moins en moins besoin d'illustrateurs, sauf peut-être en paléontologie justement. Mais c'est vraiment de moins en moins un métier, de même que photographe. Les photographes animaliers, avant, ils gagnaient bien leur vie. Maintenant, il y a des amateurs qui ont un tel niveau, il y a un super matos, c'est de moins en moins un métier, c'est dommage. Mais du coup, les médias existent encore. L'illustration, enfin, en tout cas, de mon expérience en archéologie, effectivement, l'illustration, elle était dessiner une libellule d'un point de vue scientifique pour montrer exactement combien d'ailes elle a, etc., les segments du thorax. Donc mais là, je pense que tu parles plus de l'illustration pour le grand public, de donner un peu des aspects vivants. Après, je sais pas, il y a quand même des revues comme La Salamandre qui sont basées. Et la Hulotte. C'est une exception. Ouais, mais la Hulotte aussi, qui est vraiment centrée sur le dessin, quoi. Et qui est d'ailleurs à moitié. Il est marrant son dessin parce qu'il est à moitié technique et à moitié humoristique, quoi. Donc oui, c'est des outils. Je pense que c'est un monde où il faut se renouveler aussi pas mal. Où il y a je pense que Arnaud, il a ce côté un peu désacralisé, de la connaissance, justement de faire quelque chose de moins pesant et peut-être moins terrifiant, comme tu le dis, quoi. Donc toi, c'est plutôt la proximité quand même. Toi, ton vecteur de vulgarisation et sensibilisation à l'environnement, c'est de montrer aux gens que... moi, je suis le A de l'ABC dans la communication. Hein. C'est vraiment le grand public. J'ai bossé à des émissions de gros public, genre avec De Chavannes sur TF1, ou pour des enfants. Mais mine de rien, c'est de très très bonnes écoles de communication. Parce que je voyais que dès que j'abordais des choses qui me passionnaient et qui vous passionneraient tous, je voyais l'œil de Chavannes qui commençait à se ternir. Je me disais, là, ça y est, je vais recevoir un truc, un scud, c'est pas la peine. Et c'est une très bonne école pour se rendre compte, justement, je dis l'Umwelt de l'autre, mais c'est vraiment ça. On a des préoccupations qui ne sont pas forcément celles de tout le monde et c'est important de se rendre compte. Et je me suis aussi rendu compte que
mes collègues naturalistes aiment bien les oiseaux rares. Quand je faisais des émissions pour la chaîne Animaux, il y a bien longtemps, c'était avant Internet, mais c'est un peu le même système de faire des sorties nature sur le terrain. Je voulais parler des pies, par exemple, justement. C'est un animal, mais qui est beau. Une pie, c'est magnifique, c'est élégant. Alors, il y a l'esthétique, et puis c'est aussi un animal intelligent. Les ornithos, mais si la pie était un oiseau rare, il ferait le tour de la Terre pour apercevoir de loin et cocher une pie. Mais là, on en voit partout, et mes copains de la LPO, ils ne savaient pas où étaient les nids de pie. En revanche, la pie grièche à poitrine rose, alors là, il n'y en a plus que 10. Ils les connaissent par leur prénom. D'ailleurs, je crois qu'il y en a plus en France aujourd'hui, ça ils les connaissaient. Et donc je me suis aperçu que la proximité, c'est-à-dire la nature qui parle aux gens, les naturalistes n'en parlaient pas. Donc je voyais dans les livres des choses qu'il n'y avait pas dans la nature, et ce que je voyais dans la nature n'était pas dans les livres. Donc j'essaye, moi, dans les livres, de parler de ce que je vois dans la nature. Voilà. Oui, d'ailleurs, je me souviens d'avoir, dès que ce sont des espèces courantes, c'est extrêmement difficile de trouver des bonnes photos, puisque personne ne photographie les souris. Ouais. J'ai jamais trouvé un reportage photo entier sur la pie ou sur le lapin de Garenne. Ah ouais, alors que le cinq, le plongeur ou des choses plus rares, alors là, oui, on en a plein. Ouais. Ouais, c'est assez étonnant, quoi. Donc c'est la rareté qui attire et sensible. La pie, justement. La pie. Mais c'est marrant parce que moi, j'avais vu ton intervention dans le film Le bal des queues de pie, qui était sorti pour la salamandre, et tu disais ça, et il y avait un exercice où vous faisiez dessiner les zones de blanc et de noir de la pie. Il y avait une pie blanche et il fallait repositionner où il y a du blanc et du noir sur une pie. Tout le monde a vu une pie. Mais la majorité des gens n'arrivaient pas à le faire parce que c'est une pie, c'est un corps vidé, on les aime pas, ils font peur. Donc voilà, et j'ai trouvé ça très intéressant de se dire que, avec mon expérience, je suis allée une fois dans une classe de maternelle et de CP à Toulouse, et je faisais une intervention sur les émotions des animaux, sur 2-3 petites choses assez bateaux, et j'ai été très surprise parce que donc, des enfants de 6 ans, je m'étais dit, il y a des... genre le manchot et le pingouin, erreur que beaucoup de gens font, ils vont la faire. Pas du tout. Ils étaient experts. Pareil, des espèces exotiques, le flamant rose, ils étaient au taquet, parce que j'avais une sorte de mémoire avec des images d'oiseaux. En revanche, je leur ai montré le merle et le moineau dans leur cours d'école, et là, ils étaient beaucoup plus embêtés. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai que les animaux du quotidien, mais un exemple pour tous les Parisiens, les pigeons, tout le monde les trouve stupides, on en voit tous les jours, et pourtant il y a plein de merveilles cachées quand on s'intéresse un peu à la cognition des pigeons et qu'on sous-estime beaucoup. Et je pense qu'il y a vraiment tout un travail à faire avec le jeune public, parce que comme on le disait, c'est très important aussi de sensibiliser les enfants, mais avec les adultes, qu'il y a des choses merveilleuses au coin de la rue, quoi, et qu'on sous-estime beaucoup. Et alors les enfants, effectivement, c'est un public très particulier. Moi, en tant qu'éditeur, c'est un autre métier, quoi. Mais je pense que ça doit être plein d'enseignements pour... etc. Mais alors après, je me suis toujours posé la question de tous jusqu'à un certain âge, je pense qu'ils ont vraiment une curiosité, ils connaissent le nom de tous les dinosaures par cœur, etc. Et je pense qu'il y a un moment où là, il faut arriver à capter leur attention jusqu'à un certain âge. Et ça doit être moins facile. Enfin, je sais pas, je suis aussi du mauvais côté de la barrière, parce que moi j'étais cet enfant qui à 2 ans récitait les noms d'animaux par cœur, parce que ça a toujours été mon obsession dans la vie. Donc il faut aussi faire preuve d'empathie et comprendre que ce n'est pas le cas de tout le monde et que tout le monde n'est pas passionné par la vie du lombric ou d'autres choses. Mais je pense qu'au départ, c'est ce qu'on disait, comme on disait, hein, on dit à un enfant ok, les oiseaux sont des dinosaures, si on argumente et qu'on lui explique bien, il n'y aura pas de souci. Et je pense que la curiosité sur les espèces animales, si on trouve le bon angle pour les appâter, que ce soit le côté ok, c'est un animal qui est juste à côté de chez toi, tu ne le connais pas, apprends ce qu'il peut savoir. Le côté aussi waouh, il y a des animaux qui n'ont pas besoin d'ambassadeurs parce qu'ils sont très impressionnants, très beaux, avec des super capacités. Moi, je pense que si on continue à instiller un petit peu, toujours jouer sur cette curiosité, honnêtement, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Oui, puis peut-être qu'aussi ils n'ont pas les idées reçues que se sont forgées les adultes, quoi. Et donc contre lesquelles il faut se mettre à lutter. On parlait d'évolution, etc. Ça doit être compliqué. Et donc toi, Agatha, tu représentes ici tout le paysage est extraordinaire. Alors on a aussi Pierre Kerner qui est là pour nous en parler un peu, qui est du Café des Sciences.
C'est vrai que moi j'ai vu avec beaucoup de plaisir voir arriver une bande de jeunes là sur YouTube. C'était des nouveaux regards, c'était des nouveaux moyens. Finalement, ce qui est marrant avec Agatha, c'est que donc là, maintenant tu fais un podcast, enfin une émission de radio qui est ensuite podcast. Je vais pas y arriver. Podcasté. Voilà, on m'a compris. Et donc, en fait, les tuyaux sont différents, mais finalement, on revient aussi à des modèles un peu... Enfin, tout se mélange et il s'enrichit, donc c'est vachement intéressant. Par contre, je ne sais pas si dans le paysage des... Moi, effectivement, je regarde les chaînes YouTube de gens que je sais qui sont bons ou bien, quoi. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de déviance dans la vulgarisation scientifique? Je vois que Samba fait... Est-ce qu'il y a vraiment du vrai mauvais, quoi? Ou les gens qui font ça, c'est vraiment, voilà, c'est pas de la propagande, ils font pas de la propagande religieuse ou. Il y a de tout. C'est un peu les merveilles d'Internet et ses limites, c'est que il y a énormément de choses. Bon, là aussi, Pierre, tu pourras en parler mieux que moi sur certaines choses, mais par exemple, YouTube, il y a aussi beaucoup de vulgarisateurs qui sont curieux, passionnés, qui savent qu'ils veulent faire passer un message, mais qui font appel à des scientifiques pour que leur discours soit le plus exact possible. D'ailleurs, voilà, tu peux en parler avec Dr Nozman. Toi, tu avais directement collaboré. Un micro, vite. Merci. Oui, donc sur YouTube, je vais me lever. Sur YouTube, en effet, il y a une énorme diversité de passeurs de sciences, de vulgarisateurs qui peuvent être divers et variés. Ce qu'on a essayé de faire avec le Café des Sciences, c'est une communauté d'entraide pour pouvoir offrir aux vulgarisateurs qui ne sont pas nécessairement des experts, à vrai dire, ils sont rarement des experts, la possibilité de s'entraider et notamment de solliciter des relectures par des experts. Donc on essaye de faire ce format qui existe dans la communauté scientifique pour publier au niveau de la vulgarisation. C'est pas dit que c'est systématique, parce que c'est généralement sur la base du volontariat. On essaye aussi que cette chose-là, cette relecture, soit une base pour payer, en fait, que ça fasse partie d'un processus de publication, de vulgarisation sur Internet ou ailleurs, que ce soit en livre, je sais pas, sur n'importe quel éditeur ou sur YouTube, qu'on ait ce réflexe de vérifier, ça a été validé par un comité scientifique, par des experts, mais c'est lent à se faire et à mon avis c'est pas encore ancré dans l'envie des personnes et certainement pas par les plateformes qui abritent ce genre de choses. La télé s'en fiche que le contenu soit validé, pareil sur YouTube, si ça fait plus de vues, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, que ce soit validé scientifiquement ou pas, ça ne dépend que de la probité du vulgarisateur. Donc nous on essaie de faire une communauté dans laquelle on favorise ça, mais c'est pas, oui en effet, comme a dit Agatha, c'est un écosystème et c'est pas du tout d'actualité que vous ayez la majorité des vulgarisateurs scientifiques sur YouTube qui délivrent une information fiable. J'en profite que j'ai le micro aussi pour dire que pour l'illustration, je suis pas d'accord que à l'heure actuelle ça décline. En tout cas, pour la BD notamment, je crois que ces 10 dernières années, on a vraiment vu une expansion des BD à tendance scientifique, que ce soit celles qui soient abritées sur Internet. Je pense notamment à Marion Montaigne avec son célèbre blog Tu m'auras moins bête, qui a même été adapté après sur Arte en petite série animée. Mais il y a aussi les BD Octopus, dans lequel vous avez du contenu scientifique. Donc moi, au contraire, je vous ai trouvé un peu pessimiste dans cette première table ronde. Là, ça a continué, mais on ne parle pas du même registre. On ne parle pas des mêmes dessins, mais je suis tout à fait d'accord, et heureusement. Oui. Non, je parlais de l'aquarelle réaliste à l'ancienne, ou des choses comme ça, d'illustration. En effet. Les schémas, ça existe toujours, et la BD, et heureusement. D'accord, ok. Moi, je croyais que c'était l'illustration de manière générale, et je crois qu'il y a une occasion de se réjouir pour une fois. Effectivement, c'est nouveau format. D'ailleurs, c'est marrant parce que le Café des Sciences ensuite revient à l'édition parce qu'il y a eu des bouquins qui sont sortis chez Belin, je crois. Donc le blog revient là, puisqu'on dit toujours les nouveaux médias vont écraser les anciens. Même comme j'ai un vieux média qui est celui de la presse, qui est peut-être un des plus anciens. On dit toujours que ça va disparaître avec le numérique, mais en fait les techniques deviennent complémentaires et
Puis il y a des allers-retours entre les unes et les autres. Donc je pense que c'est bon. Après, effectivement, la presse quotidienne, tout ce qui est de l'actualité, tout ce qui fait que là, Internet sera toujours supérieur en rapidité et pas forcément en qualité. Mais voilà. Oui, alors le conseil, justement la validité, faire valider ces données par des scientifiques. C'est la démarche aussi de Jacques Mitch, qui fait toujours ce documentaire avec un conseil scientifique. Alors, les questions que j'ai envie de vous poser, c'est d'où viennent les idées déjà ? Est-ce que ce sont des chercheurs c'est vous qui avez des idées sur ce que vous voyez sortir dans la recherche ? Donc, le blog, il a eu beaucoup de publicité. J'imagine que ça, c'était une idée qui était vous. Après, alors je sais que vous avez fait des documentaires aussi avec Benoît, notamment il y en a que j'aime beaucoup qui est ancien, mais qui est CryptoPulse, qui est un autre biais pour intéresser les gens à la science, c'est la cryptozoologie. C'est vrai que là, Eric Buffetot et Benoît Grison auraient pu en parler. J'en étais au conseil scientifique. Est-ce que c'est toujours facile de travailler avec des scientifiques ou est-ce qu'il y a parfois des... Ils ont du mal à se mettre à la place d'un réalisateur et de comprendre... Non, il faut les apprivoiser et puis les remettre à leur place, surtout. Et puis après... Non, mais j'ai beaucoup travaillé avec Benoît Grison, on a fait plusieurs films ensemble pour Arte. Mais bon, les idées... le cinéma, le cinéma en général, c'est surtout des rencontres, quoi. Ouais. Donc je voulais faire un film sur le Yéti au départ, sur la cryptozoologie. J'ai découvert la cryptozoologie, j'ai découvert Bernard Velmans et puis après j'ai découvert Benoît Grison, quoi, voilà. Puis on a écrit le film comme ça, quoi. Pour l'esprit des plantes, c'était un peu. Après, on est devenus amis et puis on en a discuté de ce qu'on avait envie de faire, quoi. Après, moi, quand je fais un film, moi je suis un conteur, quelque part je suis pas un scientifique. Donc je raconte des histoires, voilà. Donc, je raconte des histoires et chaque fois que je fais un film, j'essaye de raconter une histoire avec humour. C'est comme si je parlais à des enfants ou au public en général, hein. Voilà. Et puis après, je trouve en général que le cinéma scientifique de vulgarisation est très formaté. C'est toujours pareil, quoi. Pour moi, c'est toujours pareil. Le drone, la voix off. Les interviews, voilà. Je veux dire, donc moi j'essaye de sortir un peu de ce carcan en mettant de l'humour, en tournant les choses un peu à l'envers, voilà. Donc me moquant un peu des fois. Le fils de Néandertal, c'est ce que j'ai fait. C'est totalement faux, qu'on a fait une fiction pour le 1er avril sur Arte. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui n'ont pas du tout aimé, donc et ça c'est bien. Voilà, donc l'humour, c'est aussi de toute façon, il y a quelques-uns, bon, je pense que beaucoup ont vu le Blob, mais c'est vraiment une des composantes des documentaires et puis aussi un mélange avec des références à la pop culture, à des choses très marrantes, très vivantes. Et un peu de mise en scène. Enfin, je sais pas, c'est assez indescriptible parce que par rapport, moi, c'est vrai que moi, j'adore les documentaires animaliers, etc. Mais c'est toujours très léché. On a l'impression que tout est très lisse, même quand ils décrivent des choses à part, ceux de la BBC qui sont toujours extraordinaires et surtout avec des données souvent très récentes. Les espèces, ils sont incroyables parce qu'ils sortent des espèces découvertes, un truc un peu marrant qui est devenu un peu connu. Tout d'un coup, ils vous le sortent sur des documentaires qui doivent mettre des années à produire, quoi. Donc ils sont bon, après, effectivement, moi, le documentaire animalier très un peu anthropomorphiste, un peu léché, ça me fatigue assez vite, quoi. Je pense qu'on peut montrer la beauté de la nature d'une autre façon, quoi. Et en y ajoutant l'intérêt, parce qu'on a l'impression que la beauté, ça doit... Je sais pas ce que tu en penses, Marc, mais on a l'impression que la connaissance et apprécier, s'émerveiller de la beauté d'une bête, d'un animal, c'est différent que de la connaître. C'est comme si on avait un regard plus froid, le fait d'avoir une approche scientifique. Oui, il y a plein de registres qui s'entrechoquent. En fait, c'est vrai que Valérie sait, j'ai fait pas mal de commentaires aussi pour l'audiovisuel. Et moi, j'aime bien mettre de l'humour, mais c'est vrai que sur une belle image et un coucher de soleil, on fait pas une blague de Toto, quoi. Donc, c'est pas évident. Et en plus, vulgarisation scientifique, c'est quand même notre thème. C'est pas un oxymore, mais c'est presque une gageure, parce que la science, c'est exact.
il faut mettre tous les détails. Et comme je disais tout à l'heure, la communication, faut aller très vite. En général, en pub, on dit il faut une idée et pas deux, sinon on n'a pas le temps, on ne comprend pas. Faut des choses très primaires qui aillent directement dans l'inconscient. Donc c'est presque une contradiction de communiquer, c'est-à-dire d'être simple et rapide, et de parler scientifique, c'est-à-dire d'être complexe. Et c'est vraiment une gageure, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Et l'humour, je pense que c'est intéressant parce que même si on ne s'intéresse pas, tout le monde aime rigoler. Et ça, le succès de La Hulotte dont tu parlais, je pense que c'est un de ses succès, il y avait toujours le petit dessin marrant, et on le regardait au moins pour le petit dessin marrant. Et après, on s'intéressait au reste. Donc c'est vraiment une accroche et une appel, quoi. Et c'est intéressant de faire rire. Effectivement, il y a plusieurs étages, en fait. Il y a le truc attire, et je pense que c'est peut-être ça aussi qu'on recherche chez toi, d'attirer le lecteur, qui va ensuite s'intéresser à pourquoi c'est drôle, quoi, finalement. Ce qui est intéressant avec La Hulotte, c'est qu'il était complètement en dehors de toutes les règles du journalisme et des codes. C'est-à-dire qu'il a fait une petite revue pas luxueuse du tout, en noir et blanc, avec de la typo au début, ça faisait quasiment le truc scolaire que le petit bulletin scolaire. Il s'en foutait complètement, mais il a réussi à accrocher parce que c'est un passionné, parce qu'il a su transmettre sa passion. Et je pense aussi que c'est le même qui a tout fait. C'est-à-dire que l'illustrateur et l'auteur n'étaient jamais en contradiction, ça c'est important. Chacun comprenait bien l'autre puisque c'était le même. Et c'est l'œuvre d'un homme, ça aurait pu être une femme, mais d'un seul auteur. Je pense que ça joue aussi là-dessus. Parce que quand on est dans un journal, il y a des contraintes tellement dans tous les sens qu'on arrondit tous les angles et finalement on n'a pas un produit aussi brut qu'il l'a fait. Même avec toutes ses maladresses, il a eu du succès quand même. C'est même un irrégulomadaire, c'est-à-dire que c'est vraiment, commercialement, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, quoi. Non, mais par ailleurs, c'est vraiment un obsessionnel qui a une importance du détail dans tout ce qui... Parce qu'on parle de ses dessins complètement, vraiment dans le détail absolument extraordinaire, mais même dans l'écrit, c'est quelqu'un qui vérifie ses sources. Vraiment un obsessionnel, à tel point que malheureusement, tellement obsessionnel et tellement puriste et que voilà, on se demande ce que va devenir La Hulotte, parce que jamais personne n'a pu travailler longtemps avec Pierre Déhomme, mais il est charmant par ailleurs, mais il accorde tellement, voilà. Ça me fait penser à quelqu'un un petit peu. Non, je plaisante. C'est pour voilà. Mais moi, je voulais revenir un peu à la. Je recommande qu'on on a Jacques Mitch et Benoît qui ont collaboré. J'aimerais bien aussi te demander de ton côté comment ça se passe. Alors, est-ce qu'il est pénible? Attends, prends le micro. Ouais. Non, en fait, il faut effectivement trouver le moyen de jouer sa partie et de se cantonner chacun dans son registre et en même temps être en synergie. Mais il y a quelque chose qui nous a fait nous rejoindre, notamment quand on a fait des films sur l'histoire naturelle du rire ou sur la zoopharmacognosie, un grand mot pour dire simplement qu'il y a des organismes animaux qui ont des stratégies thérapeutiques, ce qui est prouvé maintenant. Le problème, c'est jusqu'à quel point il y a un grand nombre d'espèces qui ont telle stratégie. C'était à chaque fois ce qui nous faisait converger, le fait de nous intéresser autant aux animaux, voire aux plantes, et aux hommes et aux femmes qui cherchaient à leur sujet. Et ces films-là, ils sont toujours au moins à ces deux niveaux-là, outre le niveau humoristique. On voit des trajectoires de chercheurs qui sont des personnages, vraiment des personnages de cinéma très intéressants sur le plan humain, ces chercheurs et ces chercheuses-là, et on voit l'objet de leur recherche qui est également fascinant. Et c'est cette dialectique-là, moi je trouve, les films qu'on a fait avec Jacques, il avait un côté spontanément, je trouve, ethnographique, moi quand je l'ai rencontré, et sur ma valence sociologie des sciences, moi ça me plaisait énormément. C'est comme ça qu'on a réussi à s'articuler sans trop de friction, chacun en ne piétinant pas le registre de l'autre. Le précaré de l'autre. Les animaux du documentaire, c'était les scientifiques, en fait. C'est ça, aussi. En fait, il y a vraiment ce niveau ethnographique, sociologique, comment ils travaillent, les difficultés qu'ils rencontrent, surtout sur des zones frontières émergentes, par exemple la phylogénie du rire, etc. Et puis, les animaux en eux-mêmes qui sont fascinants. Bon.
Mais c'est des belles histoires humaines aussi. Hein. Par exemple, je parlais du rire, hein, tu connais ça aussi, Georges. Jaak Panksepp qui nous a expliqué que pendant des décennies, lui qui travaillait sur le rire des rats était la risée de ses collègues. Et qu'en plus, pendant des décennies, comme la neurobiologie, alors il y avait des exceptions, était plus axée sur la cognition que sur les émotions, franchement, c'était double peine. Il travaillait sur les émotions et en plus, il voulait trouver des éléments, des jalons de la phylogénie du rire. Bon, et ça, c'est un personnage qui était assez émouvant parce qu'on voyait qu'il avait pris... Alors, il s'était pris quand même pas mal de portes dans la figure pendant sa carrière scientifique avant d'être consacré. Et de l'autre côté, il y avait la fascination de voir l'importance du rire chez les rongeurs, qui nous décrivaient avec passion, etc. Donc, les films qu'on a fait, c'est beaucoup ça, je pense. Enfin, tu me contrediras peut-être. Moi, je suis... D'abord, quand on fait des films ou de la vulgarisation, il faut être humble par rapport à des gens qui passent leur vie à chercher des choses impossibles, quoi. Donc moi, je m'appuie toujours dans tous mes films sur des scientifiques. Bon, souvent, j'ai un conseiller scientifique comme Benoît, mais après, c'est moi qui prends le relais et je vais voir les scientifiques et on s'écrit et je m'appuie sur eux, pas que sur leur côté scientifique, sur leur côté humain. Voilà, ça c'est très important. Et après, moi je suis autant passionné par le monde sauvage et les animaux et les plantes que par les scientifiques en fait. Voilà, donc c'est... Ouais, c'est un peu mon cas aussi, effectivement. Et est-ce que du côté de la production, des chaînes, etc., pour proposer, est-ce que vous voyez du côté des chaînes de télé ou de la diffusion, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, hein, mais est-ce que vous voyez une évolution dans le temps? Est-ce que les gens sont plus ouverts à ces thématiques de diffusion scientifique qu'avant, ou bien c'est toujours... Parce que moi j'avais l'impression à une époque, dans mon domaine de l'archéologie, on prenait pas de risque, quoi. On faisait toujours des trucs sur l'Égypte antique, sur éventuellement la paléoanthropologie. Oui, ça marchait bien aussi. Mais si vous vouliez passer un sujet qui était, proposer j'ai bossé un peu avec des documentaristes pour la documentation, et c'était très difficile de sortir des choses qui étaient déjà connues, quoi. Ouais, il y a sur les chaînes de télé, maintenant, d'ailleurs, il y a Caroline Ocard, je ne sais pas si elle est toujours là, Caroline, qui travaille chez Arte, qui est chargée de programme à l'unité découverte. Donc, dans les chaînes de télé, il y a des unités. Arte, c'est le plus grand producteur de films scientifiques, quoi. Après, il y a France Télévisions qui fait quelques trucs, voilà. Et après, nous, en tant que producteurs ou réalisateurs, on doit proposer des sujets pour ces cases-là. Sinon, on ne fera pas le film, quoi. Enfin, voilà. Donc après, après, quand on fait un film, c'est un an, voire 2 ans de boulot, quoi. Donc on a le temps de réfléchir à notre film, quoi. C'est sûr. Peut-être Caroline, tu peux dire quelque chose sur ta case, je sais pas. Ouais, j'ai eu la chance de travailler aussi avec Jacques et Benoît sur plusieurs des films mentionnés. Donc voilà, maintenant je suis en effet chez Arte. Et je ne m'occupe pas directement de la science, mais je suis dans l'unité qui s'en occupe, donc je peux quand même en dire un mot. Nous, on cherche plutôt des sujets qui n'ont pas été vus ailleurs. Tant mieux. Et vraiment de la science de pointe, et des histoires qui n'ont pas été racontées, et des histoires surtout, mais des conteurs, et voilà. Donc avec de la science, on peut aller assez loin dans le contenu scientifique, dans l'explication. Il faut qu'il y ait le plaisir d'apprendre, de raconter, et puis... Voilà, encore une fois, c'est pas moi qui m'occupe de ces cases maintenant en particulier, mais on cherche plutôt des histoires qui n'ont... Enfin non, pas celles qui ont été vues et revues, et vraiment la science en marche, en fait. Voilà, c'est... Ouais, mais ça, je pense chez Arte, en tout cas, c'est comme ça qu'on pense la science vraiment telle qu'on veut la raconter, quoi. Tant mieux que c'est Arte, quoi. Heureusement qu'on a Arte. On n'a pas parlé, il y a qu'un sujet qu'on n'a pas abordé vraiment, que je voulais aborder avec Marc, c'était les aspects aussi préservation, sensibilisation à l'environnement. Dans quelle mesure la vulgarisation, c'est aussi quelque chose d'important pour préserver l'environnement, prendre conscience du réchauffement, des grands bouleversements qu'on connaît aujourd'hui. Oui, j'enfonce un peu une porte ouverte, je viens de mettre. Heureusement que tu en parles, parce que c'est vraiment le plus important, en fait, préserver. Parce que souvent, il y a des naturalistes ou des scientifiques qui me disent « Oh, il faut d'abord connaître avant de protéger ». Donc, ils comptent les grenouilles écrasées. Mais ils pensent pas... Non, mais c'est vrai, je me suis engueulé. Ils comptent « Ah, j'ai vu une salamandre, elle était écrasée ».
Et au moment des migrations, vous les protégez. Non, 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 ce qu'il faut, c'est connaître. Et il n'y a pas que ça, quoi. On est vraiment dans une situation d'urgence. Je ne veux pas plomber l'atmosphère, mais tout le monde le sait. Je pense vraiment qu'il faut militer, quoi. Il faut se battre. Parce que la connaissance, c'est vraiment primordial. Mais dans une planète qui brûle, elle ne servira pas à grand-chose. Et je pense que dans les solutions, évidemment, il y a militer, il y a adhérer à des associations, il y a plein de choses comme ça. D'ailleurs, de plus en plus, je fais des bouquins qui sont plus militants que naturalistes en ce moment. Il y a ça, et il y a aussi l'éducation. Parce que, en fait, l'éducation, les politiques ont été un petit peu soignés, là, les journalistes aussi, on peut dire quand même que ce sont tous, ou presque, des cancans en écologie. Et ça, c'est vraiment grave. Il n'y a pas d'éducation à l'écologie à l'école, vraiment. Et il n'y a aucune préoccupation. Tu demandais les mauvais souvenirs par rapport à des journalistes, mais moi, je pourrais vous en citer plein, où les journalistes ne voulaient pas comprendre. Ils ne voulaient pas. Ils avaient une idée et ils ne voulaient pas comprendre. Mais j'ai vraiment des exemples, mais ça donne envie d'être méchant, quoi. On m'a, par exemple, interviewé, mais quasiment 1 heure sur le renard. Bon, le renard, c'est l'ASPAS, je suis pour la protection des renards, évidemment, donc j'ai vraiment donné tous les arguments possibles. Et c'était pour une histoire d'un enfant à Londres qui avait été mordillé par un renard. Non, ça a été... alors que je ne sais pas si vous voyez un peu à Londres comment ça se passe avec les renards, ils jouent dans les jardins avec les chats, les chiens, les enfants, enfin bon... Il n'y a pas trop de dégâts, hein. Donc j'ai milité pour le renard et tout ça, et à un moment, j'ai eu le malheur de dire, oui, mais le renard, c'est un prédateur. Et l'article, c'était Marc Giraud, président de l'ASPAS, le renard est un prédateur. Et voilà. Et elle avait dans la tête ce qu'elle attendait, le moment, comme ça, comme quelqu'un à l'affût. Tiens, ça y est, j'ai la phrase qu'il me faut. Et le reste n'est pas rentré. Donc ça, c'est un drame. Et ça, c'est parce que ce sont des cancans en écologie et ça manque d'éducation. Alors de dire ça, on parle dans le vide. C'est pour ça que je parle de militer et d'être un peu activiste. Parce qu'on peut toujours faire des doléances, ça ne sert plus à rien. On sait l'état de la planète, on sait qu'il faut faire quelque chose. Donc si on reste dans notre coin, ça ne va pas changer. Donc je ne pose pas la révolution, mais pas loin, quoi. On a aussi, oui, je voulais profiter aussi de la présence de Françoise Cerquelet qui, elle, essaye de sensibiliser parce qu'il y a toutes ces espèces, parce que le panda c'est fastoche, dire que c'est grave, mais sensibiliser à des espèces qui n'ont pas traditionnellement bonne presse, hein, comment tu t'y prends ? Par ma passion. Donc, bonjour, je m'appelle Françoise Cerquelet, je travaille au muséum et je suis chargée de médiation scientifique en herpétologie. Vous savez, les animaux que les gens adorent, à savoir les serpents, les grenouilles, les crapauds, etc. Et donc, du coup, pratiquement toute ma vie et encore même maintenant, j'essaye de peser plus lourd que tout ce que l'on raconte comme bêtises sur ces animaux. Et donc, du coup, mon travail, c'est effectivement de tordre le cou à toutes ces bêtises en utilisant donc différents procédés. Bon, je suis une grande bavarde, donc j'ai fait de mon plus gros défaut une qualité. Je cause. Donc je cause en conférence, je cause à la télé, à la radio, etc. Je cause avec la plume aussi, je fais des bouquins. Et je voulais mettre en avant quelque chose qui me tient à cœur, à savoir la photographie animalière. Parce que la photo, c'est vraiment quelque chose de très important, parce qu'on peut toucher le public soit avec donc de très belles photos. Oui, un œil de crapaud calamite, c'est absolument magnifique. Ça fait partie des plus beaux yeux du règne animal, d'après moi. Et oui, une écaille de serpent, c'est splendide parce que ça irise, donc c'est absolument magnifique. Donc on peut toucher le public donc par la beauté, et on peut également toucher le public par donc des photos qui montrent des traits de vie, notamment je pense à un serpent qui tire la langue. Bon, une belle photo va pouvoir tordre le cou au fait que la langue, elle pique.
Voilà, donc ça montre quelque chose de tout mou et tout, et ça va permettre donc de faire passer des messages tels que c'est un organe sensoriel, etc., etc. Donc franchement, on parlait d'illustration tout à l'heure. Moi, je voudrais rebondir sur la photo animalière parce que c'est un métier qui disparaît aussi parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a plein d'amateurs maintenant qui proposent donc de belles photos. Mais la photo, ça montre, ça montre aussi la vie. Et ça, c'est très, très important. Marc-André, tu voulais dire quelque chose ? À moins que ça vous évoque une réponse, mais moi, je voudrais dire quelque chose d'un peu clivant. Je vais ôter mon masque pour le dire, alors. La question de la vulgarisation, elle est étroitement, et en fait j'aimerais bien avoir votre réponse là-dessus, elle est étroitement de savoir le morceau de chemin qu'on fait avec les gens avec qui on parle. C'est-à-dire, on les prend dans un état de conscience et on les met dans un autre état de conscience. Je ne dis pas qu'il est meilleur, je dis juste qu'il est différent et ils en retiendront quelque chose ou pas. Et un peu la question qui se pose derrière, c'est de reconstituer une vision de la nature qui soit peut-être plus à même de permettre des actes, des choix de consommation, des décisions en accord avec cette vision qu'on a maintenant et qui peut nous réconcilier avec un environnement que, pour l'instant, nos gestes dégradent. Bon, alors où est-ce que je veux en arriver ? En fait, c'est le microbiologiste qui va parler. On parle beaucoup d'animaux depuis tout à l'heure. Mais le monde est-il fait d'animaux ? Et au fait, si les animaux et la séduction que tu disais à l'instant sont des bonnes portes d'entrée, vers où allons-nous ? C'est quoi notre programme ? C'est pas de montrer les animaux. C'est quoi notre programme ? Qu'est-ce qu'on veut montrer derrière ? Alors moi, je sais ce que je veux montrer. C'est que tout ça n'est qu'une croutasse qui flotte sur un océan de microbes. Ok, et que finalement, c'est eux qui donnent le tempo, c'est eux qui donnent les façons d'évoluer, c'est eux qui font les fonctions, c'est eux qui font tourner les cycles de la matière. Bon, voilà, moi ça c'est mon avis personnel, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est finalement l'animal, c'est l'idée reçue du monde naturel, c'est l'image de nous-mêmes finalement, c'est des trucs qui bougent et qui ont des pattes, plus ou moins de fourrure, mais... C'est quoi le but de la vulgarisation ? C'est quel monde qu'on veut montrer ? C'est sans doute, je ne sais pas, je peux sans doute essayer de montrer le monde effectivement tel qu'il fonctionne, du moins tel que les scientifiques pensent qu'il fonctionne et montrent de plus en plus, avec plus en plus d'acuité, de détails, comment il fonctionne. Je parle du monde vivant, bien entendu, pour ce qui nous concerne. Avec, bien entendu, encore une fois, si on veut s'adresser à quelqu'un qui a très peu de connaissances, on va sans doute pas commencer par les champignons, sauf si on travaille sur les champignons. Et, non mais c'est vrai, c'est-à-dire que si moi dans la rue je veux parler du monde naturel à quelqu'un que je ne connais pas, je vais peut-être commencer par quoi ? Déjà parce que je connais. Et peut-être qu'effectivement, on va aller chercher ce qu'on pense qui va tout de suite susciter de l'empathie aussi chez les gens. Donc des animaux, bien entendu. Mais alors, quand on est véritablement spécialiste des fourmis comme moi ou des micro-organismes, des champignons, et qu'on maîtrise bien le sujet, on sait que ce sont des histoires, des mines d'histoires extraordinaires. Je parle de moi, mais je raconte une anecdote que je pense que la plupart des chercheurs qui sont en éthologie ou en biologie en général ou en écologie ont vécu le même genre de situation. Vous vous retrouvez dans ce genre de situation mis à côté de personnes que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez pas. Typiquement un mariage. Vous êtes à un mariage, il y a des gens à votre droite, on vous a imposé le placement, vous êtes là. Et alors, il faut rompre la glace, qui sait, je ne sais pas, je ne connais pas, qu'est-ce que je fais là. Et les gens se présentent, et comment les gens se présentent ? En donnant leur métier. Donc vous êtes là, alors moi je parle, j'étais pas encore rentré vraiment dans le système, j'avais pas encore de poste. Et alors, vous êtes quoi ? Bon, moi je sais pas, moi je suis chef des ventes chez Volkswagen, moi je suis, responsable de la publicité, etc. Et alors vient mon tour, moi je travaille sur les fourmis, j'étudie l'organisation sociale des fourmis. Alors, tout le monde regarde, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que ça peut exister ? Est-ce qu'il est payé ? Alors, je les rassure, non, je ne suis pas payé, je suis obligé de bosser à côté, on ne me donne pas un centime pour faire ça. Normalement, je devrais l'être, mais bon, voilà. Mais bon, si, il y a des gens qui sont payés pour ça, les gens qui m'encadrent sont payés pour ça, pour étudier les fourmis, ils vont à vos frais. Avec vos impôts, ils vont au bout de la planète chercher des fourmis au Mexique. Ils m'emmènent pas ils m'emmènent les fourmis et moi, je suis dans une salle en région parisienne, pas dans le noir, mais en lumière rouge, pendant des heures observer ces fourmis. J'en rêve la nuit, mais je suis passionné par ça. Enfin, je leur dis pas ça tout de suite, c'est la réalité.
Donc je leur dis, oui, moi, je m'occupe des fourmis. Bon, voilà. Et puis après, oui, on dit 3 banalités, et puis moi je reviens quand même. Il est bizarre, il travaille sur les fourmis. Et on me demande, mais vous faites quoi sur les fourmis? Et là, je parle. Et 2 heures après, je continue de parler. Ils n'ont rien à dire, ça n'intéresse personne. Leur métier n'intéresse personne. C'est méchant ce que je dis. Mais la plupart du temps, voilà, on fait un métier extraordinaire. Et ça nous donne ça. Alors, c'est plus facile. C'est facile. Donc, voilà, on y rentre comme ça. Maintenant, un effet contraste par rapport à ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire là, c'est dire que la vulgarisation, finalement, quand on connaît son sujet, quand on est passionné, on arrive à passionner tout le monde, mais même les corps les plus durs du 440, je pense. Après ils s'en foutent. Mais sur le moment, on arrive. Déjà, c'est une accroche. Maintenant, ça, c'est anecdotique. Mais ce qui me pose, moi, vraiment problème, et c'est là où ça va retentir avec ce qu'on a pu dire, et qui était un petit peu négatif, du moins sombre, en termes d'avenir, la table ronde précédente. Les enfants. Les enfants qui connaissent, tu sais, ces petits gamins-là qui sont avec vous dans un musée et qui connaissent mieux que vous les noms des dinosaures, ils m'énervent, ce petit à lunettes, il connaît tout. Et même, pas seulement le petit à lunettes, quoi, ils connaissent tous voilà, les noms des dinosaures, et ils se passionnent pour tout. Et moi, ma question, c'est, mais où est-ce que notre société a foiré pour faire que quand ils ont 15 ans, ils s'en contrefichent, ils passent leur temps devant un ordi où voilà, la nature n'existe plus. Où est-ce qu'on s'est planté ? Alors on a des éléments de réponse. Nos politiques ne donnent pas un copec, rien, pour que ces passions-là, naissantes, puissent continuer. Alors, ces passions naissantes, elles continuent chez certains privilégiés, parce que les parents, parce que, etc. Mais fondamentalement, où il est le bug, quoi? Où il est le bug? Parce que, non, des mômes à n'importe quel âge et des adultes à n'importe quel âge peuvent être passionnés par des choses aussi bizarres qu'un champignon qui, entre guillemets, manipule une plante pour fabriquer une pseudo-fleur pour attirer, je suis désolé, je suis très finaliste, mais tout le monde se comprend ici, pour attirer un bourdon qui va polliniser, mais non, c'est un pollinisateur qui ne sera plus un pollinisateur, mais qui va transférer les spores du champignon, etc., etc. Tout ça est le résultat d'un processus coévolutif. Voilà. On peut raconter des histoires extraordinaires comme ça, par milliers, et en se baladant dans Paris, en voyant une plante qui est coincée entre un bout de goudron. Hein, voilà. Et ça marche. Si on arrive à accrocher les gens, ça marche. Mais pourquoi est-ce que le système est tel qu'on en est là ? Et comment est-ce qu'on transcende le picaresque exactement? Alors peut-être en achetant une rosinante et je ne sais pas. Et les moulins, ils sont solides, il faut se battre contre les moulins. Donc je pose la question en même temps que je sais que personne n'a une réponse, mais voilà. Agatha, moi je le fais un peu moins maintenant, mais pendant de nombreuses années, régulièrement, au moins 2 fois par an, j'allais dans des classes, mais plus le niveau scolaire était, plus c'était des petites classes, plus c'était extraordinaire. Emmener des fourmis avec des maternelles, mais c'était le bonheur absolu. La projection de ces gamins sur ces fourmis, tout ce qu'ils pouvaient raconter, toutes les interrogations qu'ils pouvaient avoir, ça se perd. Alors, je ne veux pas taper sur l'éducation nationale, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, avec les moyens qu'ils ont et avec le peu de considération qui leur est donné. Au plus haut niveau de l'État, il y a un mépris total, pas seulement parce qu'on a parlé de l'histoire naturelle et de la biologie, mais un mépris total pour la connaissance. Je vais passer maintenant la parole à d'autres. Bonjour, en fait, c'est pour apporter un témoignage. Je ne suis pas scientifique, mais j'ai la chance de travailler avec Marc et Jacques. Je suis productrice de documentaires, donc voilà, je connais les chaînes. La question de Marc-André Salos me paraît fondamentale. À quoi ça sert? C'est quoi l'enjeu? Et je reviendrai sur la nécessité de sensibiliser le public. Et je trouve qu'à partir du moment où on a les talents, on a des raconteurs d'histoires, on y arrive. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Marc sur la France sauvage, Arte, sur la biodiversité de la France, donc les petits animaux dont on ne s'intéresse pas, et ça a changé le regard. Et je pense, j'ose espérer que ce qu'on fait avec passion, c'est parce que nous-mêmes, on est convaincus que ça peut changer le regard. Et il me semble, quand bien même on vit dans un monde uniformisé, extrêmement formaté, qu'il y a un petit pas de côté qui est en train de se faire parce qu'il y a des gens audacieux
Parfois, les chaînes rencontrent des gens, leur font confiance et on ose faire des films comme Le Blob, le film qu'a réalisé Jacques. Voilà, on ose bouger les lignes. Et je pense que ça, c'est l'enjeu pour la jeune génération, pour même tous les publics, de raconter autrement des histoires. Et pour ce faire, on a besoin aussi de la confiance des scientifiques. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'ils jouent le jeu avec nous, qu'ils nous fassent confiance et qu'ils osent aller sur des voies qui... Voilà, faire ce chemin, comme vous disiez tout à l'heure, il y a un pont à faire. Sur ce pont-là, il faut que chacun fasse la moitié du chemin pour qu'on se rencontre. Donc oui, on vit dans un monde formaté, mais moi, je pense que si on fait ce métier, c'est aussi parce qu'on croit à cette reconnexion au vivant. Et je pense qu'il y a une nécessité absolue à remettre l'homme au sein de cette place du vivant, avec humilité, avec humour, comme font Marc et Jacques. Et je pense que la science, c'est une chose sérieuse, mais il ne faut jamais se prendre au sérieux quand on fait de la science. Et je pense que les vrais scientifiques ont cette humilité de chercher toujours. Il y a aussi un très beau projet qui est en train de se faire avec Marc-André Sellos sur Sensory Odyssey. C'est vraiment de remettre l'homme à la place dans sa place dans le vivant et d'avoir conscience de l'extraordinaire richesse de ce vivant. Et moi, je pense que c'est un enjeu d'aujourd'hui parce qu'il y a urgence, mais pour les générations futures. Donc j'ose espérer qu'il y a encore de l'espérance et de l'espoir. Voilà. Quitte à venir, autant parler. Hein. Oui. Moi, je pense que, comme vous le dites, on peut être passionné, et quand on raconte des histoires, ça marche. Quand on monte des expos qui sont drôles, intelligentes, ça marche. Mais quand vous évoquez le fait de où est-ce que ça a pu bugger, moi, je dirais que oui, diffuser, on parle bien des acteurs de la diffusion des sciences. Moi, il me semble qu'il y a 2 axes sur lesquels on a foiré. C'est que les sciences ne sont pas intégrées à la culture. Il y a énormément de scènes nationales, de centres culturels, tout le monde s'abonne, etc., les cinémas. Où est la science dans les scènes nationales, dans les centres culturels, dans les cinémas, dans les grands, au Grand Palais, on en connaît plus sur Bacon ou Picasso que sur effectivement les bactéries. Et avoir le nombre de bêtises qui sont dites actuellement. Alors, il y a ça, je dirais, c'est où est-ce qu'on diffuse? Les acteurs, il y en a plein, des gens formidables qui font des films, mais les réseaux sociaux, on sait très bien que les moteurs de recherche vont chercher ceux qui sont déjà convaincus, qui sont déjà intéressés. Donc effectivement, on va pas où est la crise. Dans les lieux où il y a je sais pas, les banlieues, les quartiers pauvres, ils s'en fichent. Où ils sont où les acteurs là? Ceux qui étaient les petits débrouillards avant, il y en avait plein, des gens qui faisaient les médiateurs. François Sarkolet parlait, mais les médiateurs, ils sont fondamentaux. On évoquait tout à l'heure les zoos, 20 millions de visiteurs, les parcs zoologiques. Et là, toutes les catégories sociales y vont. Allons-y, diffusons les sciences. D'ailleurs, les zoos diffusent les sciences, mais pas assez. Il y a les médias qui viennent aux zoos, une saison aux zoos. L'anecdote. Ah, je voudrais voir le manchot qui mange son poisson. Ah. La politique menée par le directeur, il s'en fiche. Donc ça, je pense qu'il y a un vrai problème aussi d'inscription de qui sont les acteurs de la diffusion et où est-ce qu'ils diffusent. Parce que la saison zoo, il y a que deux métiers dans un zoo. Vétérinaire, soigneur. Les médiateurs, jamais il y a d'épisode dessus. Le directeur, on s'en fout. C'est pourtant lui qui crée qui fait la politique. On ne parle pas assez de politique. C'est beau, c'est drôle, c'est anecdotique, mais bon sang, et les animaux, c'est d'abord un écosystème. C'est d'abord un écosystème. Tant qu'on ne sauvera pas les écosystèmes, on peut toujours essayer de sauver effectivement les merveilleux sonneurs à ventre jaune. Voilà.
Alors, je crois que monsieur avait demandé depuis qui est né le même jour que moi. Bonjour, je suis Christophe Guégaud, je suis enseignant à l'université de Cergy-Pontoise et formateur de professeurs de SVT. Et je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Bruno à propos de qu'est-ce qui a foiré. Et donc je suis aussi membre de la fédération BioG dont Marc-André Sellos, ici présent, est le président. Et donc on a mis le doigt en fait sur un gros problème, à mon avis, c'est l'enseignement des sciences à l'école primaire qui est véritablement sinistré actuellement. Du fait que la majorité des professeurs des écoles sont des littéraires, sont des non-scientifiques. Et dans la formation initiale de ces professeurs des écoles, le volume de sciences est absolument réduit à 3 fois rien. Et donc c'est tout à fait catastrophique. Et donc beaucoup de professeurs des écoles éludent les sciences et ne font pas de sciences. Or, je pense que, comme l'a dit Marc, je pense que des choses toutes simples, des sorties nature, d'observer la nature, tout simplement. Et même ça, je pense, les professeurs des écoles se censurent eux-mêmes, par peur peut-être, ou par manque de formation. Donc voilà, c'est ce que je pense. Oui, sur les sorties nature, Françoise en fait, il y a plein de profs formidables qui en font, dans des conditions de plus en plus difficiles, avec des parents d'élèves procéduriers au moindre problème. Enfin, ça devient difficile, alors qu'il y a les sciences et il y a aussi les sens. Et vraiment, les sorties nature, il y a toute une école nord-américaine d'éveil des sens par la nature, c'est fondamental. On est des êtres organiques comme les autres. On mange de la nature, on boit de la nature, et on s'en rend plus compte. On passe par des écrans, et les enfants sont très réceptifs face à tous ceux qui font des sorties nature, savent qu'il y a des révélations. Il y a des mômes, des garçons, des filles, tout d'un coup, ils sont curieux, ils savent plein de choses, alors qu'ils sont considérés comme des cancres, et les instituts sont très étonnés. Donc il y a vraiment il y a quelque chose de fondamental là-dedans. Je voudrais réagir par rapport, par exemple, au roadkill, c'est-à-dire les fameux amphibiens écrasés qu'on compte. Voilà. Donc, Marc, vous parliez tout à l'heure. Et quand vous avez interrogé le scientifique, il a dit, bah oui, moi, je compte les amphibiens. Ça va certainement me permettre de publier dans une revue américaine de rang A avec un impact factor. C'est l'indicateur qui me permettra de me classer parmi les universitaires et puis trouver peut-être un meilleur poste, etc. C'est pas le militant. Le militant, qui sera plutôt un naturaliste, qui est plutôt dans l'histoire naturelle, lui, ce qu'il voit, c'est ces pauvres grenouilles écrasées. Il va écrire, certainement rédiger quelque chose qui ne sera pas publié dans une revue de rang A, qui sera peut-être dans le bulletin de la société herpétologique de la Meuse ou je ne sais quoi, etc., qui n'aura aucune reconnaissance universitaire, qui n'aura aucun intérêt, qui sera juste en fait une reconnaissance publique locale. Donc voilà, ce que je me dis, c'est que est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre les deux? Parce que c'est vrai que les indicateurs ne sont pas les mêmes et du coup on ne peut pas attendre la même chose des uns et des autres. Des scientifiques en France, on en a des très bons, ils sont nombreux et ils sont une reconnaissance. Je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça quand on voit les articles qui sont publiés dans Nature, Science, etc. Par contre, c'est au niveau de l'histoire naturelle, d'où l'intérêt d'ailleurs de revues comme la revue Espèces, ou tous les travaux, enfin les documentaires que vous faites sur Arte. Et là, la question que je pose, justement par rapport aux documentaires d'histoire naturelle, et là j'insiste bien sur l'histoire naturelle, est-ce que la demande, elle est plus forte, elle est moins forte, ou est-ce qu'elle est stagnante en France, puisqu'on n'a pas la même culture que les anglo-saxons? Moi, je n'opposerai pas les scientifiques et les militants, hein, surtout pas, il n'y a pas d'opposition. Hein. Et là, c'était une expérience personnelle avec des gens qui n'étaient pas forcément des scientifiques professionnels, mais qui jouaient les scientifiques. Et quand ils ont donné un nom latin, ils se croient très légitimes. Et ils pensaient vraiment que la protection n'était pas importante. Mais il n'y a pas de clivage entre les deux. Je pense que franchement, quand on va dans la nature, on ne peut que constater les destructions, surtout quand on a un certain âge comme moi. On a bien vu l'évolution. On ne peut pas être indifférent à ça. La connaissance, c'est autre chose, mais je ne vois pas d'opposition.
Moi, j'avais une réaction à fournir sur justement ce concept qui a été soulevé plusieurs fois on va apporter la connaissance, et c'est ça le but de la vulgarisation, et potentiellement ça va avoir un impact pour réguler certaines choses qui se passent dans la société. J'aimerais apporter un avis un petit peu divergent sur cette idée-là, notamment parce qu'il y a énormément de grands scientifiques qui peuvent avoir des avis totalement différents de ce dont on est en train de parler, qui sont pourtant très très qualifiés, avec énormément de connaissances, parfois en biologie, etc. Et donc je suis pas convaincu qu'avoir une connaissance aiguë va nous amener à avoir ensuite une visée collective sur la société. Est-ce que parce qu'on a une connaissance aiguë de la manière dont fonctionne la planète, on veut nécessairement la préserver? Je ne suis pas 100% sûr. Et donc, à la question de Marc-André Sellos, quel était le programme? Je pense qu'il est différent en fonction de ce qu'on veut faire en termes de vulgarisation. Si la vulgarisation, c'est apporter de la connaissance, très bien, ça c'est une des pistes. Mais si c'est changer la société, alors je ne suis pas sûr que ça passe nécessairement par la connaissance. Et c'est là où ce panel dans cette table ronde est très intéressant, parce que vous parlez généralement sur les deux tableaux, à la fois sur les connaissances, mais aussi sur autre chose, qui est la sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est pas nécessairement transmettre du savoir, c'est transmettre aussi des émotions, c'est transmettre un sens moral, civique, des questions comme ça. Donc là, je pense que vous avez pas mal de choses à dire sur comment vous contribuez justement à éveiller dans la société. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on fait un film scientifique, pour moi, un bon film scientifique, c'est qu'à la fin, on se pose autant de questions que... Enfin, un film scientifique donne de la connaissance et donne des réponses. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'à la fin, les gens se posent des questions. Et ils repartent avec plein de questions. Voilà, parce que souvent, les films scientifiques... on vous assène des vérités, c'est comme ça, il y a le plus gros dinosaure qui est fantastique, ou autre chose, et à la fin, voilà. Mais ce qui est intéressant dans un film, c'est ce qui est non dit à la fin, voilà. Les questions que va faire émerger le film, voilà. Je pense que c'est le plus important. Sinon, le film est fini, il était beau, je pense que c'est après, c'est après la vie du film, après ce qui se passe dans la tête des gens, quoi. Voilà. Et la vulgarisation, c'est ça. C'est pas. Sinon, c'est un cours d'histoire naturelle. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Hein, donc. Un petit peu la parole, parce qu'il y a quelque chose qui me tient énormément à cœur et qu'on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est le changement des mentalités. Et je pense que c'est par le changement des mentalités, en utilisant tous les moyens pédagogiques existants, tous les supports pédagogiques existants, qu'on arrivera vraiment à sensibiliser les gens et notamment à faire accepter. Alors, bon, moi je travaille avec sur un sujet assez délicat. Faire accepter les serpents, c'est pas vraiment très facile. Mais si on arrivait à faire ce changement des mentalités, je pense qu'on prendrait toute la protection de la nature que l'on doit absolument faire, puisqu'on est franchement dans le mur et que ça continue un petit peu partout. Donc je ne vais pas plomber l'ambiance. Mais je vois par exemple pour les serpents, donc cette année, nous avons eu la chance d'avoir maintenant les vipères aspiques et les vipères péliades qui sont complètement donc protégés, donc par la loi. Donc c'est très bien de protéger donc ces espèces mal aimées, mais si le travail derrière le fait de sensibiliser donc les gens à accepter donc des animaux aussi différents que sont les serpents de nous, on peut pas avoir un gendarme derrière chaque personne et les coups de pelle vont continuer à pleuvoir s'il n'y a pas ce changement des mentalités. Et je pense que le changement des mentalités se passe, avec les enfants et avec tous les moyens possibles et inimaginables, parce qu'on n'a plus le choix, tout simplement. Oui, donc je voulais juste revenir 30 secondes sur ce que tu disais, Marc, parce que
Oui, effectivement, faire attirer les gens, leur curiosité en faisant ressentir les choses, etc., c'est vachement intéressant, mais j'ai l'impression que souvent les gens perçoivent le savoir, la connaissance, la curiosité scientifique en opposition à ces autres biais qui ne sont pas incompatibles. Et donc j'ai l'impression des fois entre protecteurs de l'environnement, militants, etc., parce que aussi c'est pas les mêmes formes de pensée, je pense, et scientifiques, alors que tout le monde travaille finalement dans le même sens, il y a une incompréhension qui est justement liée à cette opposition. D'un côté, on est l'émerveillement, il est aussi du côté des scientifiques. Il y a une espèce de clivage entre les deux qui est assez dommage. Une fois, je me souviens que sur France Inter, j'avais entendu... je trouve que ça illustre bien ça. J'avais entendu quelqu'un dire oui, Marie Curie a eu une vie amoureuse très... pas rocambolesque, c'est un peu fort, mais disons... bon, bref, je résume. Et qu'on disait pour une scientifique. Et je trouvais ça marrant parce que personne n'a relevé. C'est-à-dire que pour une scientifique, c'est quelqu'un de froid qui n'est pas... voilà, donc je pense qu'il y a cette espèce d'idée-là. On voit le monde avec nos idées plus qu'avec nos yeux. Et c'est pareil pour les animaux, on leur prête des sentiments. Les scientifiques, c'est pareil, ils sont austères, les profs ont des lunettes, etc. Enfin bon, on a des préjugés. Hein. Le dauphin est gentil parce qu'il a un sourire, mais le crocodile aussi, il a un sourire. Donc, oui, alors ça, je trouve que c'est terrible aussi, le fait qu'il y ait des animaux gentils et méchants. Déjà, oui. Enfin, je veux dire, s'il y a des animaux gentils, ça veut dire qu'il y en a des méchants. Quoi. Voilà, mais là, on est dans les préjugés, on est bien d'accord, c'est pas ce que je pense. Donc ça, c'est assez terrifiant, hein, parce que je trouve que c'est difficile de faire comprendre aux gens, effectivement, que tout ça, c'est neutre, que la nature, elle n'est ni bonne ni méchante, qu'elle est quoi. Mais encore une fois, pour moi, il n'y a pas de clivage. Hein, vraiment, le point commun de tout le monde, c'est la passion. Donc, il y en a qui passent aux actes, donc qui sont plus dans la connaissance. Mais ça, je vois, il n'y a aucune incompatibilité, on est dans le même sujet. Là, je vois pas de... Non, je veux dire, je trouve que ça peut être perçu par... certains ont ces idées reçues. On fait vite des caricatures. Alors, sur les écologistes, on peut y aller aussi. Hein. les idées toutes faites qu'on a sur les écolos. Ça marche dans l'autre sens aussi. Hein. C'est-à-dire que sur les écologies qui sont des militants donc subjectifs, donc qui n'ont pas une connaissance assez approfondie. Voilà, c'est des choses qu'on entend aussi. Mais alors, il y a aussi la culture. Hein. On va revenir au livre de Valérie Chansigo sur les Français et la nature. On a une culture en France, enfin pour moi en France on pense un peu avec l'estomac, c'est-à-dire qu'une vache, citez-moi un bouquin sur les vaches qui ne parle pas de fromage. On ne voit pas les animaux pour eux-mêmes, et moi c'est un peu toute ma démarche, c'est de montrer que les animaux sont intéressants pour eux-mêmes. Alors les animaux ou les plantes ou même les minéraux, hein, mais c'est terrible de voir toujours quelque chose de à quoi ça sert. Et souvent, mais c'est quoi servir ? C'est servir mes intérêts, ça se bouffe, ça rapporte du pognon, enfin, et les animaux, si on les regardait. Et c'est terrible parce qu'on n'a pas cette culture de l'autre, justement. Ça change. Marc-André voudrait parler. Encore une question, je ne sais pas si... Marc-André voudrait parler. J'avais vu quelqu'un depuis un petit moment là qui... Oui. Ça, vous m'entendez? Oui, bonjour. Je m'appelle Julien Grangier. Moi, je viens du monde académique aussi. J'ai fait une thèse sur les fourmis. Je me reconnais assez bien dans l'anecdote de Bruno Corbara. Voilà, les petites anecdotes de mariage et de comment on peut communiquer un peu sa passion. Depuis, j'ai un peu bifurqué et il se trouve que je fais maintenant de la médiation scientifique dans un centre de culture scientifique. Il y a tout un réseau de centres culturels, ça s'appelle la CCSTI. Il y a eu un questionnement sur où sont ces acteurs qui peuvent contribuer à diffuser ces connaissances. Ça me semblait intéressant de mentionner ces acteurs-là, certes qui traitent de la science en général, non pas simplement de la nature et de la biodiversité, mais ça fait partie des sujets abordés. Et ça me semblait intéressant parce que les actions qui y sont menées sont souvent à la jonction de plusieurs choses qui ont été dites depuis le début en fait, de ces rencontres sur l'éducation nationale, puisqu'il y a un gros travail qui est fait avec les enseignants directement, en complément d'ailleurs de ce que peuvent faire les enseignants de sciences. Il y a eu cet aspect de l'importance de communiquer avec les plus jeunes. Vous disiez tout à l'heure, les plus jeunes sont encore, réceptifs, s'intéressent facilement, alors que les plus âgés sont parfois, vous avez dit, cristallisés dans leurs connaissances.
eh ben, dans les CCSTI, il y a un effort à faire aussi des activités intergénérationnelles, comme on dit, où là, il y a cet aspect qui est très intéressant, où on peut faire passer des choses aux petits et aux grands en même temps, au cours d'une même activité. Et ça semble être une approche intéressante pour essayer de faire progresser les choses. Après, ce que je voulais dire, il y a peut-être deux choses, moi, de verrou un petit peu que je peux constater. C'est que venant moi-même du monde académique, il me semble qu'il y a parfois une méconnaissance de ce monde de la culture scientifique de la part des chercheurs eux-mêmes. Je veux dire, moi, ça m'est arrivé de parler à d'anciens collègues qui me faisaient répéter quand je leur disais que je faisais de la médiation scientifique. Ça paraissait être un monde assez obscur pour eux, et je me dis qu'il y a certainement des liens là à tisser plus étroits entre ce monde de la recherche et ce monde de la culture scientifique. Et puis la deuxième chose, ça a été dit déjà, je crois, par plusieurs personnes, c'est vrai que la science n'est pas automatiquement incluse dans la culture. Enfin, je veux dire, on le vit ça aussi parfois très, très concrètement, avec des parcours culturels qui se font depuis des années, centrés sur les arts, ce qui est une très bonne chose, mais la science parfois commence tout juste à être incorporée dans ces parcours. Donc là, évidemment, il y a des changements culturels en cours, je pense, mais à approfondir. Ouais. C'est pas une question, c'est juste une information, j'y pense maintenant. Il y a le festival du film scientifique par les sciences, donc vous connaissez peut-être. Voilà, je crois que c'est en ce moment, ou bientôt, je sais plus. C'est l'édition scolaire en ce moment, je crois, puis c'est après grand public, c'est très bientôt. Et juste un message, parce que l'association qui gère ça, l'association Sciences et Télévision, ils ont lancé depuis, je sais pas, ça doit peut-être être la 3e ou 4e année, je sais pas trop, en marge de Paris Sciences, mais il faut les contacter pour se renseigner, le salon des idées scientifiques, et donc tout chercheur sachant chercher et communiquer peut s'inscrire et proposer un petit peu son projet et pourquoi il pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour en faire un film, potentiellement. Et du coup, il y a des rencontres qui sont organisées avec des réalisateurs et des auteurs. Donc ça, voilà, c'est intéressant parce que du coup, c'est des rencontres possibles, d'où peuvent germer des nouvelles idées de films, justement, pour changer un petit peu aussi. Si vous trouvez que parfois c'est toujours les mêmes choses, mon expérience est ancienne. Hein, c'était quand j'étais. En tout cas, ça, c'est un vrai endroit où ça peut la rencontre peut se produire et où aussi, du coup, un chercheur peut aller proposer ces sujets. Voilà. On va s'arrêter là. C'était passionnant. Merci à nos intervenants. Merci du dialogue, en tout cas. Et merci à toi, Cécile, qui sait trouver des scientifiques qui aiment communiquer. Et ça, c'est important. J'ai un petit stock. Ouais. Merci à toutes et à tous d'être venus. Je pense que j'espère que vous avez plu. Vous n'êtes pas partis, la plupart sont restés. Juste une petite chose à ajouter. Vous êtes toutes et tous des fidèles lecteurs d'Espèces, j'en suis sûr. Donc je ne vais pas vous dire abonnez-vous, mais quand même il y en a peut-être qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous et surtout, faites-vous des fervents, prosélyte de cette revue qui, j'espère, fêtera son 20e anniversaire dans 10 ans, ici ou ailleurs. Mais surtout, j'espère qu'on aura l'occasion de faire des événements de ce type avant 10 ans quand même. Voilà. Donc encore une fois, merci à toutes, à tous. Et voilà, bonne lecture. Prochaine.